Bienvenue sur le podcast Ça se passe en live. Je suis très, très, très content d'avoir mon ami, mon ami Charles Ouellette et mon ex-partner chez Snipcart. Charles, aujourd'hui, on va faire de quoi que dans le fond, on n'a jamais vraiment pris le temps de faire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Charles puis moi, on a Charles, moi, Georges, Vincent, l'équipe de Spectrum, je donne le crédit à tout le monde. On a buildé de quoi de vraiment cool chez Snipcart. On s'est donné, on a eu du fun pendant 9 ans. Puis après ça, on l'a vendu, right? J'en ai parlé partout. C'était très cool, mais c'était très vite. On n'a jamais pris le temps de s'asseoir puis de faire un petit voyage de nostalgie sur l'allée des mémoires. Puis je pense qu'on a appris beaucoup de choses. On a failé à beaucoup de choses avec Snipcart. Puis là, j'ai envie de parler un petit peu de ce côté-là. Fait qu'on passera pas full de temps sur la vente parce que y a Jonathan Léveillé, il est-tu pas loin? Ouais, j'imagine que je l'imagine se lever à la main. OK. Jonathan Léveillé, son podcast Pivot, j'ai compté cette histoire-là de la meilleure manière que j'aurais pu le compter. Allez checker ça. Si vous avez des questions sur la vente, par contre, on peut les prendre en question. Fait qu'on va passer vraiment passé, présent puis futur de Snipcart. Puis Charles, j'ai le goût de commencer avec basically une micro-intro. Dis au monde, genre, t'es qui toi? Puis c'est quoi ton skill set? C'est bon. Ben moi, c'est Charles Ouellette. Je suis à la base développeur. Ça fait pas loin de 20 ans que je fais du développement web. J'ai commencé CGI dans le temps. Après ça, je suis tombé chez Spectrum. Puis c'est vraiment là que j'ai comme découvert un peu plus, mettons, le team spirit. Puis la culture. La culture. Puis en tout cas. Puis c'est là que j'ai découvert aussi, mettons, un peu plus le monde des startups. Là, même si à l'époque, c'était pas tant encore startup le mot, là, mais tu sais, essayer de bâtir des produits numériques un petit peu. Puis c'est avec eux, dans le fond, là, qu'on a parti Snipcart. Là, fait que Spectrum, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une agence de services à Québec qui font du développement logiciel applicatif. Toi, tu étais principalement un programmeur back-end. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, j'étais un programmeur back-end. J'ai été, après ça, lead dev aussi, quand on a commencé à avoir un petit peu plus de monde dans le team. Parce que, tu sais, au début, quand je suis arrivé chez Spectrum, j'étais le premier dev à part Vincent. Ouais. Fait qu'on n'était pas beaucoup. C'est ça, t'étais le... Le deuxième, en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est qui le premier? Antoine Leclerc. Antoine Leclerc. Ouais. Shout-out à Antoine Leclerc. Donc, t'avais toujours une petite fibre intrapreneuriale / entrepreneuriale parce que avant, mettons, de te lancer all-in dans le produit qui est Snipcart, t'avais essayé de lancer quelque chose ouais, rapide. c'est ça. Ça s'appelait quoi? J'étais un gros fan de golf dans le temps, puis j'avais parti de quoi qui s'appelait Stats au golf, qui était... En fait, c'était comme une préambule pour éventuellement bâtir Réserve au golf, que le but, c'était de réserver tes parties de golf en ligne. Ça se faisait pas à l'époque. Puis finalement, ça a failé juste parce qu'on était 2 devs, on n'avait aucune connaissance marketing, on connaissait personne dans le milieu du golf, qui est un milieu assez vieux, assez fermé, tout ça. Fait que ça n'a pas fonctionné. Mais quelques années après, il y a une compagnie qui s'appelle Chronogolf là, qui ont raisé une couple de millions puis tout ça. Fait que je pense que l'idée était peut-être là, mais l'exécution ne l'était pas. Dude, juste conseil à tout le monde dans l'audience qui écoute le pod live, là, c'est toujours le best d'être juste 2 programmeurs. Si vous voulez que ça marche. Personne d'autre, vous êtes correct. Mais blague à part, ton background était technique. Tu avais tout le temps le goût de starter quelque chose, des projets. Moi, j'ai pas pris la peine de me présenter. Je m'excuse. François Lantinado, pour ceux qui me connaissent pas, Non, je l'ai fait plus tôt dans l'event, ça. Mais le monde qui sont dans l'audio sont pas dans l'event, Antoine, nécessairement. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? Grosso modo, François Lantinado, j'étais le CEO de Snipcart. Mon background à moi, il est plus produit puis marketing. Fait que j'étais complémentaire, disons, à Charles, je pense, dans cette aventure-là. Snipcart, on va en parler pendant un petit bout. Pour moi, c'est un petit peu émotif. C'est comme une manière de boucler la boucle, tu sais, puis de tourner mon chapitre comme officiellement avec un paquet de faces de monde que j'aime, puis entre autres avec toi. Je sais pas parce qu'on s'en reparlera plus jamais. Non, c'est ça. Soir, Mais t'es rendu avec un chalet dans Malbaie, fait qu'on sait jamais. Fait que, grosso modo, Snipcart, c'est une solution de e-commerce pour développeurs web. Ça a été lancé en 2013, avant même que je me joigne à l'aventure. Puis, ça marche encore sur n'importe quel site web. Il y avait des freelancers, des agences ou des développeurs internes dans les compagnies de e-commerce qui tripaient là-dessus et qui l'utilisaient pour builder un paquet de sites web. Ça fait le... Ouais, je pense que c'est une très bonne description du produit. Fait que c'est de ça qu'on va parler pendant un bout. Ça puis la compagnie qu'on a buildé autour. Alright, fait qu'on embarque dans notre comme de premier gros chapitre. C'est comme les premières années, a.k.a.
on était pauvres, mais chanceux d'avoir une agence dans laquelle on a comme été incubé, parce que sinon, on aurait été pauvres longtemps. Les highlights, Charles, de 2013 à 2015, tu dirais que ça a commencé comment, Snipcart? Il n'y avait pas de marketing. C'est quoi, dans quoi qu'on a investi au départ? Ouais, ben c'était vraiment... En fait, c'était l'idée qui est venue à cause d'un client de chez Spectrum, qui était Gentech à la base, là, je pense qu'on peut le nommer. Ouais. Mais en gros, on avait un client qui avait un vieux site puis qui avait besoin d'ajouter du e-commerce sur un site qui avait déjà un catalogue de produits puis tout. Fait que là, on s'est dit, ben c'est pas vrai qu'on va toucher au vieux code. Là. Je pense qu'il y a peut-être d'autres développeurs là, dans la salle ce soir, mais tu sais, il n'y a pas personne qui a le goût de revenir dans du vieux code de 4-5 ans puis d'ajouter des fonctionnalités dans ça. Fait qu'on a bâti une solution on top de ce site-là qui était un panier d'achat en JavaScript. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore beaucoup de trucs complètement en JavaScript. Fait que la micro-astuce ici, c'est on a eu une partie du financement du prototype qui est venu d'un projet client, qui avait des intérêts pressants à ajouter du Exactement. Ouais. Puis après ça, on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait une espèce de product market fit. T'sais, peut-être qu'il y avait une place pour un genre de produit comme ça pour d'autres agences qui avaient le même besoin. Spectrum a toujours été une business super entrepreneuriale qui ont lancé plusieurs projets. Il y en avait des startups qui n'ont pas fonctionné. Mm-hmm. Puis là, le call managérial qui a été fait par Georges Vincent, tous les partners de l'époque, c'est quoi en fait? Tu te rappelles-tu? On fera pas juste du dev, on va aussi faire. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, chez Spectrum, à la base, là, moi, quand je commençais à travailler là-bas, leur but, c'était de faire des produits numériques pour éventuellement arrêter de faire du service, pratiquement. C'est pas ça qui s'est passé. Non, parce que c'est une belle business de service qui... C'est ça, qui marche vraiment bien, mais c'était une des objectifs là, de faire plusieurs startups. Là. Right. Fait qu'il y en a qui n'ont pas fonctionné, mais finalement, ils ont fait le call managérial, de embaucher un stagiaire en marketing. Right? Ouais. Parce que les startups d'avant, il n'y avait pas nécessairement eu... Oh non, wow, on n'aurait pas dû mettre la petite plante sur la table. C'est la plus grosse décision que j'ai prise à soi. Dans le fond, un stagiaire au marketing, ça, a.k.a. là, c'était moi. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais travaillé dans une startup. Mais les autres produits avant Snipcart, il n'y avait pas nécessairement un investissement temps plein en marketing. Non, c'est ça, c'était la première fois. Là. Puis je pense que c'était un peu une erreur qu'on avait comme vu un petit peu avec les autres produits. T'sais, on se disait, on n'a jamais essayé de pousser justement ce produit-là, on n'a jamais fait de marketing. Fait que c'est pour ça que on est allé essayer de trouver un stagiaire qui allait être pas si pire, puis qui allait pouvoir nous aider à promouvoir le produit. Right. Fait que là, moi, c'est là que je rentre dans l'histoire. Ça fait à peu près 6 mois que vous aviez lancé. Ouais, à peu près. On avait lancé à peine. On avait, je pense, 2 clients qui venaient de Spectrum à cette époque-là. Parce que un des avantages de partir avec Spectrum, c'est qu'on avait déjà, dans le fond, une base de clientèle qu'on pouvait peut-être essayer de vendre un petit peu. Fait qu'on avait 2 clients. Puis, on a réussi à en avoir plus, dans le fond. Ouais, c'est ça qui est malade. Ça a pris... Moi, je suis rentré là, je connaissais rien au dev, right? Genre, j'étais intimidé parce qu'il y avait un paquet de jokes de programmeurs qui se lançaient dans l'espace commun. Puis je riais pas parce que je comprenais pas c'était quoi un hostie d'API. Parce que j'avais 23 ans. Aujourd'hui, je comprends, mais je suis encore pas capable de l'expliquer. Pourtant, tu as écrit un article sur le blog à propos de ça. J'avais une couple de ghostwriters techniques sur le blog de Snipcart. Non, no shit. Moi, je suis rentré là puis j'ai fait... Écoutez, je suis capable d'écrire du contenu en français, en anglais. Je pourrais juste faire votre blog, juste réviser votre site web, puis j'ai le goût d'apprendre le SEO. Puis à l'époque, Spectrum était déjà en relation avec Charles McLaughlin-Piché, qui est quelque part dans la salle. Charles qui a pris la peine d'être mon mentor puis de m'éduquer en SEO, Search Engine Optimization. Puis c'est un petit peu comme ça qu'on s'est starté. Ça a pris du temps que ça marche, right? On a fait du contenu marketing, du SEO. Ça a pris peut-être 1 an avant de découvrir comment ça marchait. Mm-hmm. Puis après 2 ans avant que ça commence à payer, vraiment. Fait que moi, j'ai grindé de ce côté-là. Puis pendant ce bout-là, on a eu des pics qui sont intéressants, je pense, à partager avec l'audience. Entre autres, Awards. Tu te rappelles Awards? C'est... Explique c'est quoi, hein? Ouais, Awards, il y a peut-être beaucoup d'autres personnes ici qui connaissent c'est quoi, mais c'est un site qui répertorie tout... les nouveaux sites, mettons, qui ont des designs vraiment flyés, avant-gardistes, vraiment beaux, ils peuvent se soumettre dans leur candidature à cette espèce de site web-là. C'est une espèce de concours. Dans le fond, il y a des Sites of the Day, il y a des Sites of the Month.
Puis un répertoire qui est vraiment utilisé beaucoup par des designers, par du monde qui cherche de l'inspiration un petit peu pour les tendances design web et tout ça. Puis on a gagné le Site of the Day avec le premier site de Snipcart. Grâce à Jonathan Simon qui avait designé ça. Ouais. Shout-out à Jonathan Simon. Fait que ça a été un pic de trafic. Puis ce qui est intéressant, là, c'est que tu sais, quand tu commences, puis tu struggles, puis tu essaies d'avoir de la visibilité, puis tu essaies tout plein d'affaires, tu essaies différents canaux marketing, quand tu essaies du contenu puis du SEO, le pic que tu peux avoir, c'est genre un feature ou une mention ou un lien sur un Christy de gros site qui a plein de trafic. C'est comme... ça nourrit ta bête marketing, basically. Fait que nous, on a eu Awards, puis j'avais le goût d'en highlighter une couple d'autres. On a eu Hacker News, que, by the way, ceux qui sont familiers avec Hacker News, c'est un forum de discussion, un peu comme Q&A, super sain, super positif, en ligne pour programmeurs. Vous irez là-dessus. Grosso modo, on a essayé de craquer cette bête-là, puis d'engineerer un petit peu, genre, OK, ouais, là, il y a telle personne qui a beaucoup de karma sur le forum, fait qu'on va la slider dans ses DM, puis dire, hey, check ça, le nouveau blog post qu'on a fait, puis tu sais, ça parle de toi dedans, puis ça n'a jamais marché. Non, c'est ça. Ça n'a jamais marché. Puis, tu te rappelles-tu, c'est quoi le post que c'est pas nous qui a posté là, puis qu'on a été sur la front page d'Hacker News, puis que ça a drivé une shit tonne de trafic? Ouais, je me rappelle, puis en plus, c'est un post qui a aucun rapport vraiment avec Snipcart, en vrai. C'est juste qu'à maintenant, on s'est rendu compte qu'il nous manquait plein... Il y avait plein de nos users que le dashboard... Tu sais, on avait une espèce de dashboard pour nos users qui montrait les sales puis tout ça comme par mois, par jour, mais ça loadait pas pour certains users. Puis on s'est rendu compte que c'était les ad blockers qui bloquaient ça parce que dans l'URL de notre API, on avait Analytics, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que là, on a écrit un post sur comment que les ad blockers pouvaient comme... foutre la merde là, pour les users puis tout ça. Puis c'est ça qui s'est ramassé sur Hacker News. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a été notre premier goût de ce que j'explique à tout le monde à chaque fois qu'on parle de marketing, mais même si tu parles de quelque chose très top of the funnel, qui n'a pas rapport directement avec ton produit, des fois, tu vas tellement ratisser large, puis c'est tellement intéressant l'histoire que tu comptes ou le discours que tu as, qu'il y a une bonne partie de ces gens-là qui vont descendre dans ton funnel, je m'excuse, dans ton cycle de growth, pour être sûr que Jean-Benoît soit pas en train de me dire « Chris, ton funnel à la poubelle! » Fait que on a fait Hacker News. Ça, c'était malade. Ça a généré un paquet. Puis ce qui est malade, c'est que c'est des agrégateurs. Comment dire? C'est des sources de vérité ou de popularité tellement fortes sur Internet qu'une fois que tu es sur la front page de un enfant en moins, ben là, il y a un écosystème d'autres blogs puis d'autres sites qui se nourrissent du contenu qu'il y a là-dessus. Fait qu'on a été featured à tout plein de places, plein de backlinks. C'était super. Dernier pic de trafic que j'avais le goût qu'on a, c'est Product Hunt. Mm-hmm. On a fini combien? Deuxième. Ouais. Ben, Product Hunt, ça marche qu'à chaque jour, tu as les top products. Exact. On a fini deuxième. Product Hunt, un répertoire où tu peux lancer des SaaS ou des features de SaaS maintenant, puis il doit y avoir plein d'autres affaires que tu peux faire sur Product Hunt parce que les seules fois que j'y vais, c'est pour encourager des gens que j'apprécie ou des startups que j'aime. Mais dans le fond, sur Product Hunt, tu peux pas demander explicitement de voter pour ta soumission, ton lancement que tu fais là-dessus. Donc, moi, ce que j'avais passé la journée à faire, c'était demander à des gens d'aller voter pour notre soumission sur Product Hunt. Puis, malgré mon hack, ça n'avait pas fonctionné. On avait fini deuxième. Mais ce qui est malade avec ça, puis c'est ça que je veux comme partager, je pense, avec l'audience, c'est que une fois que tu te positionnes dans des sites qui sont pas un feed d'informations éphémères, puis qui sont plutôt un répertoire catégorisé, où est-ce que l'information qui vit dans ce site-là est cherchable, est indexée. C'est des sites très populaires, puis nous, genre 6 ans après, on avait encore du trafic qui venait de Product Hunt, des sign-ups, des conversions qui venaient de Product Hunt, parce qu'il y a plein de modules de chercher par e-commerce, chercher les Product of the Day pour telle année, chercher par tel genre de founders, whatever. Il y a plein de filtres. Fait que réussir à nailer un répertoire de même, ça nous a vraiment aidé aussi. Qu'est-ce qu'on a nailé aussi? On a nailé le changement de pricing. Tu te rappelles-tu ce qu'on a fait avec notre pricing? Ouais. Ça, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises dans les premières années de Snip. C'est qu'en fait... C'est qui voulait prendre la décision? C'est Georges. C'est Georges. Ouais. C'est Georges. Ouais. On n'était pas convaincus au début parce qu'on s'imaginait toutes les répercussions un peu plus opérationnelles qu'on a quand même eues, mais qui ont valu la peine finalement. C'est qu'à la base, on avait plein de sites qui vendaient pratiquement pas. Puis nous, notre revenu, notre modèle de revenu, c'était un pourcentage sur
les sales d'un site web. Puis tous les sites qui n'avaient pas de revenus, ben ils nous payaient pas. Fait qu'on a décidé d'introduire un montant minimum de 10 $ par mois pour utiliser Snipcart. Puis ce montant-là était compensé éventuellement si tu vendais pour plus que le pourcentage qui donnait 10 $, ben tu payais pas le frais minimum. Exact. Fait que Georges a essayé de nous convaincre de ça. Toi puis moi, on était plus au front de le support, la communication publique, les tweets qui sortent. On était terrifiés puis on se disait comme yo, en plus, on le grand-périsait pas, notre prix initial. Grand-périser, ça veut dire les gens qui ont déjà accès à un prix X, tu leur laisses si tu changes le pricing puis tu mets un pricing Y, right? Genre, je dis fuck that, tout le monde s'en va sur Y. Fait qu'on a dit OK, ouais, pas de trouble, Georges, on pense que c'est une terrible idée. Il nous a convaincus parce que c'est le meilleur vendeur hustler libanais que j'ai jamais rencontré de ma vie. Fait qu'il nous a convaincus. Il dit mes maths font du sens, non, on l'a fait. Puis ce qui est arrivé, ce qui est malade, c'est que oui, on s'est pogné un coup de poing d'en face de support, de plaintes, de tweets, de posts Facebook. Puis là, on pensait que c'était la fin du monde. Moi, je capotais. J'étais là, nous avons une crise de relations publiques sur les mains. Puis c'est comme ça que je parlais quand j'étais stagiaire. Non, non, jokes aside, ça a passé. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les voix les plus fortes, les plus négatives à ce moment-là, c'était un paquet d'utilisateurs, justement, qui nous rapportaient pas l'argent à nous. Fait que tu te rappelles-tu de combien, en 3 mois, on a coupé la base d'utilisateurs? Je me rappelle pas exactement, mais presque de moitié. Ouais. On a perdu 50% de nos utilisateurs, puis on avait probablement 500% plus de tickets de monde qui était en crise, fait qu'on capotait. Mais tu te rappelles ce qui est arrivé au revenu? Ouais, ça a plus que... Au moins doublé. Triplé, ouais, c'est ça. Right. Ouais. Fait qu'on a fait un move. C'est des leviers épeurants à tirer le pricing. Puis il y a un super podcast qui est sorti au Québec qui s'appelle saspace.com. Puis il y a un épisode avec Antoine Meunier sur le pricing. Vous irez checker ça. Fait que ça, c'était des bons coups. Puis là, juste pour être clear, j'ai comme pas dit c'était quoi l'agenda du pod, mais c'est pas juste « Hey guys, voici tous les bons coups qu'on a fait pendant 10 ans. » Il va y avoir des fails puis des challenges aussi. Puis on y arrive. Il y a beaucoup de monde qui me disent... Tu sais, vous avez levé, vous avez grandi Snipcart pendant toutes ces années-là. Ça semblait quand même bien marcher. Vous avez jamais pensé à lever du cash. Moi, j'ai pas été impliqué dans ces discussions-là, mais toi, vous l'avez considéré. T'as-tu juste... ouais, ben, tu sais, on a regardé un petit peu au début. Tu sais, on n'a jamais vraiment voulu lever du cash parce qu'on avait l'espèce de philosophie de... Tu sais, on veut bâtir une business qui est sustainable, qu'on est capable de payer les salaires du monde, que ce soit profitable et tout ça. Mais on a quand même regardé quand même. Tu sais, on avait été invité, je ne sais plus trop par qui, mais chez Thunder Fuel. Ouais, fait qu'on est allé chez Thunder Fuel, on a parlé avec les gens là-bas puis tout ça, puis ils nous avaient offert de rentrer dans leur programme directement sans passer par les espèces d'auditions puis tout ça là, pour avoir une place. Tu te rappelles-tu pourquoi qu'on a... Ben pas on, mais pourquoi vous aviez dit comme non, on prend pas de financement à ce moment-là? Ouais, ben il y avait plusieurs raisons. Tu sais, une des raisons, c'est qu'il fallait qu'on bouge tout à Montréal pendant X temps, puis c'était pas quelque chose qui nous intéressait. Tu sais, on voulait rester à Québec, puis on voulait ça. Puis il y avait aussi la partie d'équité qui prenait, qui nous faisait un petit peu peur. Tu sais, on n'était pas prêt, je pense, à laisser ça partir, puis on y croyait. Fait que c'était les raisons principales là, pourquoi que... C'est intéressant parce qu'il y a tout le temps, quand tu grow une business, il y a des moments comme ça, des forks dans l'avenir de ta business, que tu prends des décisions qui auraient pu comme changer la trajectoire au complet de ta business. Je pense que ça en était une comme de early fork pour Snipcart. J'ai le goût de parler rapidement des challenges en rafale qu'on a vécu dans les 3 premières années. Parle-moi un petit peu, man. Il y a beaucoup de gens qui écoutent Ça se passe ou qui viennent me parler que sont dans une dynamique de... Ils ont une agence de service, une boîte de service. Ça va bien, ça roule, mais ils veulent faire du produit. Parce que ta croissance est un petit peu plus exponentielle. Tu peux faire plus de retours sur tes investissements, etc., etc. Nous, c'est un peu ça qu'on a vécu, mais toi, tu l'as vécu d'une drôle de manière. Fait que comment tu as trouvé ça, avoir les pieds dans du service et du produit pour les early moments, mettons? Ouais. Ben, je pense que c'est tombé dans un bon moment dans ma vie où j'étais capable de travailler vraiment beaucoup. Parce que c'est dur sinon. Je trouvais ça quand même assez dur de faire mon 40 heures semaine, mettons, chez Spectrum, les projets clients, les rencontres avec les clients. Puis dans ce temps-là, j'étais un petit peu lead dev là-bas. Fait que j'avais beaucoup de trucs à faire. Puis on the side, ben j'étais en train de faire Snipcart. Puis on the side, on s'entend que c'était un pas pire on the side. Là.
Fait que c'était quand même dur. Fait que tu sais, je pense que c'est quand même... Tu sais, c'est pas facile de trouver du monde qui va avoir ce commitment-là, un petit peu, mettons, de travailler 90 Parce heures. que je pense que c'est la définition de sweat equity. Où est-ce que toi, tu as gagné ton équité dans cette compagnie-là avec du temps. Exactement. Et of course, backé par du talent. Mettons, de la première version qui a vu le jour de Snipcart, tu t'avais estimé le pourcentage de lignes de code que tu avais écrit? De la première version? Première. Pas mal 100%, je pense. Là. OK. Non, parce que 90. C'est 90, c'est ça. Ouais. Il y a un peu de monde de spec. Un petit peu de monde, ouais. Okay, Surtout dans... Ouais. Nice. Moi, ce que j'ai trouvé tough, c'est que quand je suis rentré, toi, t'étais en hybride, des deux, un pied dans les deux, mais moi, j'étais temps plein. J'étais temps plein, puis je savais pas ce que je faisais. Fait que je pouvais juste avoir accès à toi comme la moitié-ish du temps, quoique t'étais très disponible, justement, parce que t'en donnais beaucoup. Puis, mettons, à Georges, puis aux autres personnes, aussi de façon, tu sais, temps partiel. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même tough. Puis je pense que ça l'a pas accéléré ma learning curve, mettons. Par contre, ça m'a donné une sécurité qu'à cet âge-là, avec cette psyché-là que j'avais, tu sais, j'avais un petit salaire, mais j'avais un salaire, tu sais. J'avais pas de gros risques ou skin in the game à prendre. Fait que ça, je pense que ça a été quand même bien joué. Puis l'autre challenge qu'on a vécu, c'est qu'on voyait, tu sais, c'était l'essor des startups aussi là, à ce moment-là, genre les startup fest, les compétitions, tout ça, ça finissait plus. Puis on voyait du monde lever du cash, ou on voyait du monde faire du cash plus vite que nous autres, grossir leur équipe. Puis on était comme... En fait, on était comme là, on était deux. Ouais, ça ressemblait chacun à sur la même table, on n'avait pas chacun notre table. Puis... C'est pas vrai, on avait chacun notre table quand même. Mais c'est quoi le... Comment qu'on a fait pour grossir l'équipe? Genre, grosso modo. Genre, c'est quoi la règle de pouce, mettons, qu'on a utilisée? Ouais, ben c'était, dans le fond, on y allait avec les revenus. C'était assez simple. On se disait à toutes les fois qu'on fait 5 000 de plus par mois, on est capable de payer un dev, un designer, peu importe. Mettons ce qu'on avait besoin. Fait que c'était la règle de pouce qu'on avait. C'était 5 000 par mois de plus égale un embauche. C'était aussi simple que ça. C'est ça, puis c'est parce qu'en SaaS puis en salaire, en revenu récurrent, tu peux prédire qu'un revenu mensuel égale X revenu annuel, fait que je vais être capable de couvrir tel salaire. Juste pour être clear, là, genre, c'était 5 000 de plus par mois. On n'a pas engagé à chaque mois. Là. Non, c'est ça. Ça a pris... on a été deux pendant longtemps. Le gars au marketing n'était pas super bon au début. Sweet. Fait qu'on a fait des fails aussi, dude. On en a listé une couple là, que je vais envoyer en mitraille. Moi, j'ai essayé, mea culpa, imiter la stratégie éditoriale d'un autre blog de startup que je trouve vraiment sick en me disant que ça va marcher alors que c'est pas la même audience puis j'étais cave. Essayer de faire une stratégie d'influenceur en JavaScript. Influenceur en JavaScript. Ça, je l'ai comme mis de côté dans mes souvenirs de style, je me rappelle pas. J'ai mis de côté cette Google Sheet-là, CRM, qui n'a jamais marché. On a fait du paid ads qui était comme intéressant, mais on avait juste pas assez de budget, je pense, pour compétitionner fort. Puis, ben franchement, moi, j'aimais pas ça tant que ça, faire du paid ads. Fait on a comme laissé tomber ce canal-là. Quoi d'autre que j'ai fail? Ouais. Les événements. Mais ça, on va y arriver. Je pense qu'on va y en parler un peu après. En fait, on peut en parler tout de suite, mais avant, je veux que tu me parles de... bon, OK. N'importe qui fait une SaaS, vous allez avoir... Dès que tu as un peu de traction, tu as un paquet de personnes qui t'écrivent au support, qui te demandent genre « Yo, c'est vraiment cool votre produit, pouvez-vous, s'il vous plaît, ajouter telle fonctionnalité? » Ça arrive tout le temps, right? Puis au début, ces voix-là sont comme très alléchantes parce que t'es comme... Est-ce qu'il serait en train de m'indiquer le chemin doré pour le product market fit? Est-ce que c'est vraiment ça que mon audience a besoin, right? Fait que, parle-moi de le plus gros... On appelle ça le support driven development. Pour ceux qui sont familiers avec le dev. En gros, tu l'as quand même expliqué, là, c'est à chaque demande client, tu te dis il faut absolument que je fasse cette fonctionnalité-là parce que je veux que ce client-là reste avec nous. On ne veut pas qu'il parte. Il y a peut-être d'autres personnes qui en ont besoin. Puis ça, ce que ça fait, c'est que encore aujourd'hui, si vous auriez accès aux lignes de code de Snipcart, il y a encore des if account ID égale un des premiers clients de Snipcart. Fait que ça l'a introduit un petit peu de legacy, des features qui sont pas nécessairement réfléchis assez, mettons. C'était quoi notre feature qui était très support-driven?
Il y a eu beaucoup de features au niveau, mettons, des discounts qui ont été faits. Les subscriptions aussi, ça a été fait un petit peu comme ça. Puis, je pense que ce que tu mesures pas dans le présent, c'est OK, en court terme, je pourrais faire plaisir à une personne, mais tu mesures pas l'impact down the road en long terme. Combien de dettes techniques je vais accumuler, combien de mes devs à moi je vais faire chier, puis qui, dans les 5 à 7 vont me dire t'écris ces lignes de code. Ouais, on en pointe un. Right. Fait à faire attention, le support-driven development. Je pense qu'on s'est gouré un petit peu aussi au niveau des gros clients. Là. Genre, ça aussi, c'est de quoi qui est fucking alléchant. Pis t'es comme, ils ont un budget de malade, ils ont une team d'engineering de malade. Ils vont genre faire bumper 200% notre MRR. On n'a jamais développé de contrat, jamais signé de contrat avec ce monde-là. Fait que Uniprix, TELUS, moi puis Charles, on a mis... Uniprix, c'était un des premiers. Ils nous avaient mentionné leur intérêt comme avec une firme de Montréal. On s'est dit, hey, on s'en va là-dedans comme all-in. Puis on a développé des intégrations avec des passerelles de paiement pour eux, des choses. Finalement, ça n'a jamais vu le jour. Ouais. Je pense que si tu veux gérer ta croissance avec des clients mid-market ou enterprise, des plus gros clients, faut que tu ailles un minimum d'infrastructure, soit technique ou opérationnelle, pour dealer avec toutes les qualifications, intégration custom, besoins custom, demandes de tests de sécurité qui vont venir avec ça. Ouais. Légal aussi, toutes les contrats. Légal, Parce qu'avant, tu pouvais pas juste mettre un contrat dans ChatGPT et dire « Sors-moi les risques de ce contrat-là. » J'ai fait ça récemment. Sûrement que ma blonde, elle me dit « T'aurais dû le lire. » Fait que TELUS aussi, tu sais, je me rappelle, il fallait marcher, il fallait se déplacer, il fallait aller dans les meetings. J'avais des gougounes, il fallait pas que j'aille des gougounes. Tu sais, plein d'affaires de même. Mais le plus gros fail qu'on a fait, pis ça, c'est beaucoup... Tu sais, guys, ici, mettons, là, pour ceux qui sont là en live, là, vous regardez dans la salle, puis il y a plein de monde cool. Il y a... J'ai voulu regarder personne pour pas que l'ego inflate, mais il y a plein de monde cool qui font plein de projets cool. Puis nous, quand on a commencé à faire Snipcart, hostie que faire des startups, c'était cool. Ouais. Puis hostie qu'on se trouvait cool. Surtout moi, j'étais flow, je pense que j'étais donc bien stoked d'avoir une carrière qui est justement un peu de facteur cool, puis qui soit pas plate, puis que je puisse m'habiller comme je voulais. Tu sais, j'avais 24 quand j'ai commencé. Toi, là, t'as 57. Ouais, c'est ça, moins 20. Non, c'est juste là. J'ai la barbe blanche un peu, là, mais... Non, c'est juste... Mais Shiny Object Syndrome, c'était tellement cool les startups, puis il y a tellement de gens qui capitalisaient sur cette hype-là à travers des événements, des meetups, des concours, des compétitions, puis ils font de la bonne promo, ça sonne alléchant. Des fois, il y a des prix que tu peux gagner, du funding, de la visibilité, puis tout ça. Puis dude, on est embarqué à 2 pieds là-dedans, dans l'espèce de bandwagon de start-up. Puis le pire, c'est qu'on n'arrêtait pas de dire qu'on ne cherchait pas de financement puis qu'on voulait pas de funding, mais on allait quand même dans tous ces événements-là. Exact. Ouais. Entre autres, le Web Summit à Dublin, où est-ce qu'on a eu des beaux moments, mais aucune croissance ni retour sur investissement pour notre start-up. Shout-out à Ghost Mission, Luc Tremblay, Jacob Gagnon, qui ont des vertes et des pommures à compter. Ils étaient avec nous. C'était des beaux moments. Je pense que ce qui était le plus drôle à propos du Web Summit en Irlande, à Dublin, c'est qu'on a découvert nos premiers copycats. Oui. Explique, c'est quoi le setup? Ouais, dans le fond, au Web Summit, tout le monde, tous les compagnons ont des tout petits stands, puis tu passes la journée à répondre à des questions, puis à répéter le même discours à toutes les personnes qui viennent te voir. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient nous voir, puis il nous dit « Hey, c'est drôle, il y a une compagnie qui font exactement la même chose que vous, ils sont juste 3-4 stands plus loin. » Fait que finalement, on va les voir, puis c'est une compagnie, je pense que c'était néerlandais, en tout cas, je ne me rappelle plus. Oui, exactement. En Europe. Ouais, mais il avait fait un Snipcart. Il avait utilisé le même, pour ceux qui connaissent un peu Snipcart, là, pour ajouter des produits sur ton panier, tu as des attributs JavaScript, HTML à mettre, tout ça. Ouais. Il avait exactement le même markup que nous, mais il s'est intégré avec une passerelle de paiement super comme localisée à leur pays. C'est ça. Puis la première affaire qu'ils ont dit quand on est allé voir leur stand, c'est qu'ils étaient des fans. We're big fans. On a dit no shit. Mais c'est intéressant, c'est une forme de flatterie, I guess. C'est le seul moment qu'on s'est pas senti comme un tout petit compagnie dans une espèce de gros...
Puis un autre qu'on a fail puis qu'on peut peut-être déconseiller. Je sais pas déconseiller. Pour nous, c'était une mauvaise idée, puis on va juste compter l'histoire. Le Tech Week à New York, Ouais. on était sur un budget, puis j'ai pas eu le temps de préparer mon slideshow de trucs focal, mais j'ai un screenshot de Vincent Girard, fondateur de Spectrum, Snipcart, qui a maintenant exit, qui nous a envoyé un screenshot après qu'on se soit planté dans cet événement-là. En fait, il a pas envoyé un screenshot, il a envoyé un message, puis moi, en 2015, j'ai pris un screenshot. Il dit « Bon, ben, y en a-tu qui veulent investir? » Acheter des billets de loto parce que c'est pas payant de faire des startups. Motherfucker, if you're listening, finalement, t'as fait de l'argent. Fait que, ouais, non, je dis cette diss-là, cette joke-là, parce que ça explique le contexte dans lequel on était, qui était genre, on avait, oui, Spectrum en arrière, puis une business de service qui nous aidait, mais c'était pas une banque à Python, là, c'était pas des fonds illimités. Fait que quand moi je disais, yo, Tech Week, c'est énorme, tous les journalistes médias vont être là, de la tech, nanana, puis on veut aller à New York. Ben, premièrement, il a dit, êtes-vous obligé d'y aller en avion? Non, allez-y en bus. Fait qu'on est en bus. C'est quand même long en bus avec une vitre qui arrêtait pas de faire toc, 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 toc tout le long en plus. Puis on était proche de la toilette en arrière. Puis il y avait deux Américaines, anglophones, en face qui arrêtaient pas de dire Oh my God! Right? En face de nous autres, avec l'accent qui faisait tac, 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 tac. Puis on se disait, ah man, on est bootstrap, on le fait pour le, pour le bien de la compagnie. On a passé, je pense, on était c'était un centre des congrès, hôtel type of thing. On est allé pendant 9 heures debout à pitcher, non-stop, Snipcart. Toujours le même discours. J'étais plus capable de dire le mot developers. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à le dire. Developer. C'est dur à dire en anglais, Ouais. mais j'étais plus capable. Puis on s'est brûlé à voix. Puis tout le long, on était comme, OK, ouais, mais si tu séduis les genres de juges qui sont anonymes dans la compétition, mais que dans le fond, ils ont un lanyard d'une autre couleur, fait que tu le sais tout, c'est qui les juges. Fait que tu pognes une coche dans ton pitch à chaque fois qu'ils arrivent avec leur lanyard noir. Si on les séduit à ça, on va être dans les finalistes qui vont avoir full de visibilité. Puis si on gagne, je pense qu'il y a un cash prize où il y avait de quoi d'intéressant au bout de la ligne. Ouais, il y avait du cash puis des possibilités après ça d'être de continuer avec ces investisseurs-là puis tout. Puis on était tellement certains qu'on l'avait eu là, parce qu'on s'était donné corps et âme tout le long. Puis à la fin, on est allé à l'espèce de semi-event où ils révélaient les finalistes qui allaient passer dans la grosse compétition. Puis on était comme Snipcart, ça s'en vient. Finalement, ils ont nommé 9 puis on n'a jamais entendu le nom de la compagnie. Mais tu sais, on avait du feedback des investisseurs là, qui étaient hey, c'est vraiment hot ce que vous faites, vous avez des bonnes chances. Tu sais, ils nous hypaient, là. C'était pas juste comme. En tout cas. Ouais. Mais c'est cette fois-là qu'on. C'est cette fois-là qu'on s'est perdu dans Harlem puis qu'il a fallu que je cours après un taxi parce que t'avais oublié ton portefeuille dedans. Portefeuille dedans, ouais. Fait que c'est aussi après ça que Vince nous a dit que ça faisait pas d'argent faire des startups, qu'on faisait juste en dépenses. Par contre, Startup Fest à Montréal, je dois faire un petit shout-out. Je trouve que ça a été notre première exposition comme multipliée à tout le monde qui arrête pas de nous dire Snipcart, e-commerce, what the fuck, pourquoi vous battez contre Shopify? C'est quoi la différence avec Shopify? Pourquoi vous faites ça? Même des journalistes tech à l'époque qui étaient comme ça n'a pas d'intérêt votre truc, tu sais, on a déjà une coqueluche canadienne, Shopify, qui fait du e-commerce. Fait que ça nous a permis un peu de s'habituer ou genre apprivoiser cette réalité-là. Puis on a rencontré du monde vraiment cool aussi à Montréal dans la communauté. Fait que ça, c'était pas nécessairement un fail. Last but not least, paniquer à chaque fois que justement Shopify ou un compétiteur lance une feature ou un produit similaire au nôtre. En revenant du Startup Fest, justement. Exact. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait launché? C'était le buy button de Shopify. On pensait que c'était fini pour Snipcart. Là. Je pense qu'on a quasiment pleuré dans le char en venant. Pas moi, je pleure pas vraiment. Mais grosso modo, ça, la leçon qu'on a appris de ça, c'est man, c'est nombriliste, je pense. Ou genre short-sighted de penser que à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de similaire à toi, ça veut dire que c'est une attaque directe contre toi ou que ça va vider tes poches, vider tes users, tout ça. Puis une chose qu'on a appris à la dure, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de market en SaaS que c'est des grosses c'est des grosses tartes. Excusez, je me rappelle du nom le nom de ma press que j'ai faite au WAC l'année passée, c'était Petite Pointe, grosse tarte. Puis je trouve encore ça drôle d'avoir réussi à le faire passer.
au WAC. Grosso modo, là, il y a un paquet de markets que si tu réussis à servir une mince fraction de ce market-là comme il faut, puis à fidéliser, puis à faire triper ce monde-là, t'as plus qu'une business profitable. T'as une business profitable qui peut naître de ça. Je pense que cette leçon-là, comme plus macro, plus peut-être mature de startup, on l'avait jamais vraiment internalisé. On pensait que tout était à propos de nous, tout était super risqué, tout allait... Fait que, ouais, un petit mot de sagesse pour les young guns qui s'y mettent. Je pense qu'on va prendre les questions, s'il y en a. Vous pouvez lever la main s'il y en a qui voudraient venir poser des petites questions sur nos early years. Sinon, on embraye au fond Léon. Je pense... Yes, sir. Parfait. On a quelqu'un qui vient nous poser une question. Le mic est juste là. Fais juste dire ton nom et c'est quoi que tu fais dans la vie avant. Raphaël, je suis chez M. Chalet en produit. Charlotte, merci. Moi, je voulais que vous détailliez un peu plus sur le changement de produit. Je suis vraiment curieux de savoir sur ça. Le changement de pricing? Ouais, c'est ça. OK. C'est bon. Pricing, ouais. Pas de trouble. Excellente question. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand tu roules un SaaS, tu as un paquet de coûts. Il y en a qui sont explicites, il y en a qui sont un petit peu moins visibles. Bon, tu as une infrastructure logicielle qui roule, qui te coûte un prix X sur des serveurs. Right? Ça, c'est comme technique, facilement quantifiable, calculable. Après ça, tu as un paquet de logiciels que tu utilises pour opérer ta business qui ont des frais récurrents, etc., etc., etc. L'affaire que le monde, je trouve, des fois, calcule pas assez, c'est un petit peu le temps humain que tu vas injecter dans différentes activités. Fait que, tu sais, nous, c'était un petit peu chaotique, Snipcart, puis on n'a jamais tracké notre temps, mettons, là, right? OK. Fait que les coûts un peu cachés qu'on avait, ils creepaient up, ils s'en venaient, genre, sournoisement à travers le support à la clientèle. Puis, je pense que une fois qu'on a compris à quel point ça pouvait non seulement coûter cher, mais pas rapporter assez de jouer sur le pricing. Fait que c'était deux choses, right? T'sais, ça te coûte cher en support, puis grosso modo, c'est comme, je sais pas comment dire, mais c'est juste, c'est un piton ouvert, le pricing. Genre, tu peux toujours peser sur le piton, essayer, puis je pense que Georges, qui était beaucoup plus risk-taker que toi puis moi, il était comme sérieux les gars, on le fait, tu sais. Puis à l'époque, j'ai l'impression que le pricing, c'est genre quand ça marche, t'as peur d'y toucher, puis tu te dis OK, tout va bien, il y a du cash qui rentre dans Stripe, on est correct, genre on touche pas à ça, ou oh, ça va frustrer le monde. Mais actually, c'est genre ta responsabilité comme entrepreneur d'essayer justement d'optimiser ton levier de pricing. Ouais. Puis je pense que tu l'as mentionné un peu là, à travers tu sais, nous, le support, c'était un des plus gros problèmes, puis un des plus gros drivers qui a fait qu'on a changé le pricing, c'est qu'on avait de plus en plus de support, de plus en plus de clients, mais les revenus ne suivaient pas cette même courbe-là. Fait que tu sais, il fallait qu'on essaye de trouver une façon que chacun des clients qu'on passait du temps à faire du support pour soit un peu payant au moins, puis qu'on arrête d'avoir on les appelait les ghost stores à ce temps-là, les boutiques fantômes. Oh, ça l'est. Ouais, fait qu'on va répondre quick de même. Y a-tu une autre question sur le mic? Vas-y, Titoine. J'ai vu te lever. Bonjour tout le monde. Bonjour, Antoine ici. La question est pour Charles. C'est vraiment bon, les gars. Il n'y a pas beaucoup de bitcherie. Fait que je vais mettre un peu de gaz et je vais m'asseoir. Dans le fond, on a comme le duo parfait de technical, non-technical. Je pense que dans la salle, il y a un bon mix. On va pas être technical en coton watté. Puis, fait que les gens comme moi et Frank qui sont rentrés et qui ont dû se prouver puis c'est dur en Christ de prouver quand tu travailles dans tech avec le marketing, ce qu'on a pu voir avec la présentation. C'est pas facile, c'est peut-être nos funnels dans le temps. Alors, le gaz. Charles, c'est quoi, dans le fond, monter un produit comme Snipcart, te ramasser, investir là-dedans, puis te faire dire qu'on te rentre un stagiaire en marketing? C'était pas ton call, dans le fond, à cette époque-là. C'est une bonne question, puis c'était pas mon call, mais tu sais, on a souvent fait ça. Même notre première embauche de dev, c'était un stagiaire aussi. Puis, tu sais, on l'avait jamais essayé. Puis, tu sais, on était des early days de Snipcart. En marketing, on l'avait jamais essayé at large dans rien, aucun produit, puis tout ça chez Spectrum. Fait qu'on n'avait pas tant d'attentes. Fait que je pense qu'on n'avait pas... C'est correct, c'est parfait.
C'était Tu sais, Greenfield, on baby. voulait l'essayer, puis tu sais, on a toujours eu un peu cette philosophie-là, tu sais, d'essayer, puis pas nécessairement d'y aller tout de suite avec, tu sais, essayer de se trouver un CMO qui a 25 ans d'expérience ou de quoi de même. Tu sais, on voulait être lean, puis commencer avec quelqu'un qui avait, ben tu sais, on voulait trouver un profil de quelqu'un qui avait de la drive, qui était motivé, tu sais, qu'on avait l'impression que il ferait pas juste un stage avec nous autres. Tu sais, on cherchait pas un stagiaire en marketing, on cherchait quelqu'un qui commençait en marketing puis qu'on Pas avait cher. l'impression... Ouais, je voulais pas dire ça comme ça, mais un petit peu. En fait, moi, là, ce que j'essaie de... J'accompagne différents entrepreneurs là, à cette heure de temps en temps, puis man, à la fin de la journée, tu fais avec les moyens que tu as, genre. C'est vrai que c'est compétitif comme marché d'embauche, mais tu fais avec les moyens que tu as, puis nous, on avait, comme tu dis, pas les moyens ni l'intérêt d'embaucher, je pense, quelqu'un de turbo expérimenté, sauf que on avait les moyens de faire un bet sur une personne, de l'intégrer dans une équipe qui a beaucoup de camaraderie, d'investir dans cette personne-là, pas nécessairement avec d'un gros salaire, mais avec du temps, avec de l'éducation. Tu sais, je disais que Charles McLaughlin m'avait formé en SEO, puis c'est un bet qui a payé, tu sais. Puis c'est un modèle qui fit avec une croissance bootstrap. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est pas un bet parfait, puis des fois ça fail, là. Sauf que c'est un bet que tu peux te permettre de faire avec ce que tu as. Puis on l'a refait, man. On l'a refait avec des devs, puis ça a payé 3-4 fois, genre, je veux dire, tu sais. Non, pas 4, là. Lui, elle, non. 2 fois. 2 fois. Hein, 2 fois. Ouais. Fait que, au final, moi, c'était comme... Merci, Antoine, pour la question. Je pense qu'on va... Ouais? Tu veux-tu nous en poser une? Non, on va perdre 5 secondes à ce que je me lève, fait que je vais juste poser la question. Oh, disrupteur. Je me demandais, tu sais, là, on a fait de la bitcherie un peu, là, mais y a-tu quelque chose qui vous a fait triper l'un sur l'autre ou que ça a fait comme, OK, il y a un fit, il y a un clic, au même titre que tu quelque chose à un moment donné qui a fait, OK, non, ça marchera pas, puis finalement, ça a marché. OK, donc la question pour le feed audio, on a parlé un peu de bitcherie. Y a-tu quelque chose qui a fait que ça a cliqué entre Charles puis moi, qui a eu un fit comme plus personnel? Tu veux-tu répondre en premier? Ben, je peux y aller, mais je pense que c'était les deux, mettons, un peu, c'était notre passion, mettons, pour, je sais pas, la job, pour le travail. First of all, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça qui nous a rapprochés éventuellement. Puis, tu sais, je pense que si ça n'avait pas été de ça, tu sais, là, aujourd'hui, mettons, on est amis depuis super longtemps, puis tout, là, mais je suis pas sûr qu'on aurait été, mettons, amis sinon. Non. Ouais. Non, mais c'est vrai, pareil. Tu sais, je pense pas qu'on serait jamais croisés. Le podcast va s'appeler Charles shoot des flèches à la fin. Mais... Non, mais je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Ouais. Moi, je vais te dire... je vais te dire ma réponse. Je vais te dire ma réponse. Je suis content qu'on fasse ça, man. C'est comme genre de co-founder thérapie. Check. Moi, au début, mon ego était quand même en péril parce que j'avais pas beaucoup de compétences en marketing. Puis vous autres, vous aviez beaucoup de compétences en programmation. Fait que fallait que je me prouve. Puis je trouvais ça tough. Fait que j'avais envie de vous plaire, je pense, autant à toi, à Georges, que tout le reste de la team. Fait que ça a réussi somehow à faire du jujitsu avec mon ego puis faire, regarde, je vais prendre le hit, puis comme je vais apprendre des trucs, puis je vais réussir à les impressionner, ce monde-là. Au niveau de la job. Puis après, ce qui a fait que ça a cliqué, pour répondre plus directement à la question, c'est que on s'est rendu compte que un puis l'autre, on pouvait se faire confiance, puis on pouvait amener des results dans une branche de la compagnie que l'autre pouvait pas amener de results. Puis on était tellement proches, genre littéralement, là, physiquement, tout le temps à travailler ensemble, que on voyait les résultats de l'autre. Fait que la feedback loop de des trucs que nous, on contrôlait pas, puis qu'on savait pas comment faire, mais qui marchaient bien, on l'avait d'en face tout le temps. Puis ça, là, cette genre d'unité-là, ça a été au cœur de la culture d'entreprise des Golden Days de Snipcart. Que genre, le marketing puis le dev, ils étaient de même. Of course, quand tu grandis un peu plus, ça devient plus tough à orchestrer, mais ça a toujours été genre une unité. Puis les devs trouvaient ça sick, ce qu'on faisait au marketing. Moi, c'était important que nos devs trouvent ça sick. Puis nous, le monde... La plus petite équipe de marketing trouvait ça sick, ce que les devs shippaient puis faisaient, puis ce que les devs pensaient d'utiliser Snipcart. Tu sais. Fait il y a beaucoup de ça, je pense, là-dedans, mais c'est une excellente question. Puis c'est une excellente réponse, je trouve. Ouais. Merci. Merci, mon vieux. Grosso modo, on bouge sur les Golden Years, mais Charles, j'ai le goût qu'on le fasse vite puis qu'on arrive un peu à notre closure. Fait
2016 à 2018, c'était les Golden Days de Snipcart. Explique-moi pourquoi c'était les Golden Days de Snipcart pour toi. Ben, parce qu'on commençait, mettons, à faire de l'argent pour de vrai. C'est là qu'on a commencé à engager du monde, puis tu sais, du monde justement qui ont été des piliers. Tu sais, ça n'a pas juste été des employés qui ont passé dans Snipcart, c'est du monde qui ont laissé leur trace encore aujourd'hui. Même des personnes qui sont encore là aujourd'hui, comme Francis qui est dans l'audience. Fait que je trouve que... Moi, je veux faire un shout-out. Maxime Lavoissonnière, Jean-Sébastien Tremblay, Mathieu Dionne. Mathieu Dionne, je l'enlève parce qu'il n'est pas venu à l'event à soir. Francis Côté, Michael Poirier-Ginter, tout du monde qu'on a embauché, fucking débrouillards, qui sont rentrés dans une petite business, qu'on n'avait pas les moyens de payer des salaires de fous, puis qui ont fait une fondation critique de notre business. Puis moi, juste ça, là, qu'on a une vraie team, puis un vrai produit qui génère du vrai cash, là, c'était... Je sais pas. Je trouve qu'on était blessed, man. C'était malade. C'est les années où ce qu'on sait aussi un peu... Où c'est là qu'on a découvert un peu notre identité, un peu plus d'entreprise, je pense. Qu'on s'est séparé un petit peu plus de Spectrum par la bande, tout ça. Je pense que c'est là que vraiment on a maturé de le side project à une vraie compagnie. C'est là aussi que, justement, on a pris notre propre identité puis on a commencé à faire des gageures de positionnement de marque. Pas juste genre de développer un produit qui marche bien pour des devs, mais de dire « OK, il y a tel courant dans l'esprit des développeurs en ce moment dans l'industrie, le Jamstack, le Headless E-commerce. Nous, on va faire des gageures très tôt sur ces courants-là. Ça va faire... puis on va se positionner... Comment dire? On va se positionner de façon tôt, puis on fait la gageure que ça va lever comme trend. Ça l'a levé. Ça nous a amené un paquet de retours. Je pense qu'on a... C'est aussi 2016-2018, c'est le bout où qu'on a fait les... on s'est réessayé dans les événements des années plus tard, mais done right. Ouais, c'était plus des événements de startup ego, puis d'essayer de pitcher ta startup à plein de monde. Tu sais, c'était plus des événements pour les devs, d'aller parler de notre produit à du monde qui le connaissait peut-être déjà, mais tu sais, qui s'affitait plus. C'était vraiment plus notre marché. Puis moi, c'est là que j'ai, vers la fin de cette période-là, 2018, c'est là que j'ai commencé à, ça a été long, mais à prendre assez de confiance pour être capable d'aller sur des podcasts, d'aller dans des meet-ups, puis moi, parler à des programmeurs, même si je peux pas écrire du code encore à ce jour. Ouais, mais tu parlais quand même. Mais j'en connaissais juste assez pour avoir l'air de savoir ce que je parlais. Mais jokes aside, ça a été, je pense que c'est ça, comme professionnel, mais comme compagnie, on a comme pris en maturité. Puis, grosso modo, ça a été aussi une partie où on a eu quelques fails, là, puis quelques challenges. Je les roule en mitraille, mais le plus important, je pense que c'est justement les remote days. Là. Ouais. C'est-à-dire que, bon, c'est cool de vivre dans une startup, t'as une qualité de vie, tu peux genre travailler d'où que tu veux, si c'est ouvert au remote, tout ça. Puis à cette époque-là, Charles t'a fait une partie remote, moi j'ai fait une partie remote. Puis je pense qu'on s'est rendu compte que la culture de Snipcart, c'était comme pas principalement remote, puis c'est correct, tu sais. Toi, tu veux-tu nous faire en 30 secondes? En 30 secondes. Ouais. J'ai passé 2 ans à Winnipeg. J'étais le seul... Qui connaît Winnipeg dans la salle? Destination exotique. Ouais. J'étais le seul de toute l'équipe de dev remote. Fait que, tu sais, souvent, il y a des discussions. Il y avait des meetings, des trucs qui se passaient comme au bureau que moi, je manquais. Puis, tu sais, ça a comme touché un peu, mettons... Ça a été dur sur un peu la motivation, sur... l'implication que j'avais aussi dans le team. Fait que j'ai trouvé ça quand même tough, même si quand je suis parti à Winnipeg, au début, je me disais on est équipé pour remote, on utilise Slack puis tout, puis pas de problème. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment plus comme... je pense que quand t'es un satellite à la distance d'une plus grosse planète qui roule tout ensemble, c'est vraiment plus tough. Moi, faute d'avoir un gros salaire, je me suis dit je vais profiter de mes conditions de travail puis je vais aller... aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam. Écoutez, ça a été bien le fun. Ça a looké good sur Instagram, mais c'est aussi le moment où que moi, j'ai... en 2017, quand je revenais de Thaïlande, Vietnam avec Max Laboisson, j'ai fait une grosse dépression. J'ai fait un arrêt de travail de 6-7 mois facile. Puis ça a été... On venait d'embaucher Mathieu Dionne, qui était notre premier vraiment marketeur, que j'étais supposé former, puis j'étais off complètement. J'étais même pas là, tu sais. Fait que ça a été une période vraiment tough. Et moi, ce que je veux dire là-dessus, je veux pas trop linger ou passer trop de temps, mais je veux juste dire que
pour moi, ça a été un moment, mettons, où voir que mes partenaires dans le business, à l'époque, j'étais partenaire minoritaire, j'avais genre un petit pourcent de la business parce que vous me l'aviez basically donné parce que j'étais dédié et tout ça. Ça a été un moment de forger ma confiance, man. Parce que j'ai vu que, oui, je générerais plus de résultats, oui, il fallait que j'abandonne ma team, puis c'était tough, puis je me sentais mal, mais que tout ce monde-là me faisait confiance, me disait « Yo, t'en as assez fait, on va t'aider à remplir tel formulaire pour avoir l'aide du gouvernement, whatever, tu sais. Puis prends le temps que t'as besoin de prendre, puis on va te prendre en retour progressif, mais que tu sois prêt, tu sais. » Puis moi, ça m'a donné confiance en mes partners, ça m'a donné confiance en ma team, puis dans notre produit, parce que j'ai été capable de partir, d'aller faire la thérapie que j'avais besoin de faire, tu sais, puis de me remettre sur pied, puis que la business, finalement, crash pas. Puis des fois, je pense que t'as besoin de faire ces tests-là. Hopefully, tu le fais pas en faisant une dépression, là. Tu le fais en partant en vacances 4 semaines. Mais pour voir que ta business peut rouler sans toi, tu sais. Puis en tout cas, ça a été une période assez critique, ça. T'étais-tu ennuyé de moi? Un petit peu. Un petit peu, non. ouais. Il nous faut un autre stagiaire en marketing. Sweet. Après ça, je passe rapidement sur les fails. On s'est planté dans le pricing. Avec le Pro Pack. Ouais, c'est ça. Pro Pack, on a dit, OK, on a un paquet de fonctionnalités super avancées, puis là, ça n'a pas de bon sens qu'on ne charge pas plus cher pour ces fonctionnalités-là. On va les rassembler dans ce qu'on appelle le Pro Pack. On va charger 70 US flat de plus par mois pour avoir accès juste à ça. Puis tu te rappelles ce qui s'est passé avec ça, basically? Il y a beaucoup de monde qui ont chialé. On a grandfather à peu près tout le monde. Fait que finalement, on l'offrait à pratiquement tout le monde gratuit parce que le monde disait « Hey, je connais telle personne qui l'a gratuit. » Puis on a eu à peu près personne qui s'inscrit. Viral loop de pas d'argent de plus. Je pense si on a 10 personnes qui sont abonnées au Pro Pack, c'est bon. Ouais. Je pense aussi qu'on s'était rendu compte que notre bundling de fonctionnalités, il était beaucoup trop intuitif puis ad hoc. Tu sais, c'était pas... Il y avait plusieurs personnes qui avaient besoin d'une fonctionnalité là-dedans. Qui était comme ça fait aucun sens pour moi de payer ce montant-là juste pour une fonctionnalité, etc. Fait que je pense que ça, c'est des maths qu'on avait faites, mais c'est une expérimentation qu'on a faite, puis voyez-vous, on l'a grand-périsé. Fait que les gens qui venaient avant le Pro Pack, il y avait accès à toutes les features, il n'y avait pas cette pain-là de payer plus avec notre nouveau pricing. Puis ça n'a pas marché, puis qu'est-ce qui s'est passé? On a roll back. On l'a enlevé. Fait que, tu sais, oui, c'est un levier qui peut être épeurant, le pricing, mais c'est pas un levier qui coule dans le béton, genre le destin de ta compagnie ou whatever. Fait que là-dessus, on s'était bien fourré. Gros fail qui nous amène dans l'autre période là, qui a été pas mal critique pour Snip. Le non-release de la V3. Ouais. On a dit en 2018 qu'on allait publier une version 3 de notre panier d'achat à tout le monde. Puis moi, vu que j'étais un marketeur hors pair, je l'avais annoncé à l'avance à tout le monde. Combien de temps ça a pris finalement la release, tu te rappelles? Ça a pris à peu près pas loin de 3 ans, je pense, pour la V3. Jesus Christ. Ouais. C'est une année par version. Non, mes maths marchent 2 ans, je pense. Ouais. 2 ans. Ouais. Ça a été vraiment, vraiment tough. Puis tu sais, on va rentrer, je pense, dans le reste de l'histoire de SimCart avec ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on était une équipe de programmeurs. Mostly, il y avait un petit peu de marketeurs, mais mostly les programmeurs. Ce qu'il n'y avait pas chez Snipcart à l'époque, c'était des gens de produits ou des gens qui réfléchissaient de façon un petit peu plus stratégique à qu'est-ce qu'on développe, pourquoi on le développe, pour qui on le développe. C'est toutes des choses que si vous êtes dans les plus grosses startups, vous les avez, ces gens-là, ou peut-être que dans la salle, vous êtes déjà des gens de produits. Fait que pour vous, ça sonne comme pourquoi il n'y avait pas de product owner, pourquoi il n'y avait pas de product manager, blablabla. Nous, on n'en avait jamais eu besoin. Par contre, on n'a jamais fait un projet, je pense, aussi ambitieux que la refonte complète de notre panier d'achat. C'est là qu'on s'est rendu compte, Chris, genre, qu'est-ce qui se passe quand tu donnes un vraiment gros projet à une team de dev dont il y en a plein qui sont perfectionnistes, puis qui veulent refactorer un paquet de choses, puis qu'ils arrivent à une étape ou un problème, puis ils disent « Ah ben là, tant qu'à être là-dedans, tant qu'à, on va faire ça. » C'est ça. Puis tu sais, on n'avait pas pas vraiment de planning, pas vraiment on n'avait pas de sprint, c'était vraiment plus on veut faire la V3, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Puis à toutes les fois qu'on arrivait à un point, on était là, ah ben là, ça, il faut qu'on refasse ça, il faut qu'on refasse ça parce que ça ne marchera pas pour X raisons. Fait que je pense qu'on a vraiment beaucoup, pas tourné en rond, mais ça n'a pas été assez straightforward pantoute. Ouais. Je pense que l'ampleur du projet de la V3, ça a été, puis se fourrer un petit peu dans combien de temps ça nous a pris. Ça a été ça qui
qui nous a sorti de notre phase snipcart de cowboy un peu, de genre c'est correct que les choses soient faites mais pas parfaites, c'est correct de genre bouger vite, c'est correct, on réparera ça après, tu sais, ces espèces de philosophie de start-up là un peu scrappy. À un moment donné, il faut que tu transcendes ça, tu sais, à un certain point critique, t'as le devoir envers toi, ta compagnie, tes users de comme maturer, je pense. Puis on l'a fait. On l'a fait à travers différentes étapes, là. Moi, grosso modo, j'ai dit yo, ça marche pas que tout le monde hausse les épaules puis sache pas pourquoi on n'a pas releasé notre V3 à temps. Je pense qu'il nous faut un product owner. J'ai checké mes affaires. On pourrait engager ou je pourrais moi le faire. Fait qu'on a décidé de faire ça. Moi, je me suis formé en product owner real quick. J'ai décidé de le faire. Après ça, je l'ai fait pendant à peu près 1 an. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au fond de toute cette histoire-là, c'est qu'il y avait personne dans notre équipe pour dire non à certaines choses. Il y avait beaucoup de gens qui étaient capables de dire oui à plein d'affaires, mais tu n'avais pas quelqu'un qui avait comme la responsabilité ou l'autorité de dire non, on ne fait pas tout ça. Puis c'est souvent ça qui est clé, genre en startup, c'est pas à quoi tu dis oui, c'est à quoi tu dis non. Tu sais. Puis ça l'avait poussé Georges à dire, je me rappelle, on était en Suisse, il venait de déménager en Suisse. On avait comme donné une conférence à Nantes qui était bien cool, puis tout. Puis il avait dit, tu sais, faut pas juste dire non dans des affaires produits, faut que tu dises non dans la compagnie au complet. Il y a plein d'affaires à quoi il faut que tu dises non, genre certains types de salaires, certains types d'embauche, certaines initiatives de marketing, des dépenses, whatever. Puis il a dit, il manque de leadership, il n'y a pas de CEO. À mon tour de te lancer une flèche. Tu avais le titre honorifique de CEO, mais je pense qu'il était plus honorifique que... C'est ça, parce que j'avais jamais mis le titre de CEO nulle part. Puis... Mais on te l'avait mis. Ouais. Le monde m'appelait Charles-Émile Ouellet pour que... Je m'en rappelais plus de ça. Fait que t'étais un Christy de bon programmeur, un bon lead dev, puis t'es devenu un bon product guy, mais c'était pas ton ambition d'être CEO. Puis Georges, coup de théâtre, qui avait comme tout le temps été basically comme product owner à temps très partiel, CEO à temps très partiel, stratège, manager, tu sais, il a joué plein de rôles critiques à plein de moments. Mais il y en avait jamais eu. Puis il a dit, toi Frank, tu veux-tu être le CEO? Je me rappelle, j'étais en Suisse, puis je me disais, ça coûte donc bien cher ici, en Suisse. Comment il fait? J'ai fait, man, j'ai jamais pensé à ça de ma vie, puis comme syndrome d'imposteur qui avait kick-in à fond Léon. Puis finalement, j'ai décidé d'accepter. Puis on a renégocié de l'équité. Ça a pris plusieurs mois. Puis j'ai dit, si je pourrais investir comme 5 années de plus de ma carrière dans Snipcart comme CEO, je veux plus d'équité. Fait que les gars m'ont coté un deal super, super legit, super généreux. Fait que qu'est-ce qui est arrivé après? Toi, t'as step up comme product owner. Ouais. Explique, je serais curieux parce que toi, t'es un programmeur qui, comme, dépendamment de l'âge des gens ici, il y en a qui vont dire, c'est un vieux de la vieille, tu sais, genre, ça fait 18 ans que tu codes? Ouais, à peu près. Ouais. C'est ça. C'était. Fait que ça fait 18 ans que tu codes. Qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que tu as fait? Sais-tu quoi? Je vais prendre un rôle plus produit puis moins hands-on, même si on s'entend là, c'est une startup bootstrap, t'es resté quand même hands-on. Ben, je trouve qu'à un moment donné, j'ai eu un reality check que j'étais rendu que dans notre team, tous les devs après étaient meilleurs que moi. Comme, ils étaient comme plus à jour, ils étaient plus rapides, ils savaient plus comme les dernières affaires qui se passaient. Fait que là, je me disais que j'étais peut-être rendu à un point où que peut-être que je pourrais essayer d'explorer autre chose que juste continuer à développer. Puis tu sais, pas juste ça, je pense que j'étais juste un petit peu moins intéressé, mettons, par juste faire du dev puis me concentrer là-dessus. Puis tu sais, je faisais moins de veille technologique que je faisais avant. Fait que j'avais le goût d'essayer un autre volet un peu, mettons, du développement de produits qui était plus... Moi, je pense que ça a été une manière d'augmenter ton impact dans la compagnie en prenant un step de maturité dans ta carrière aussi. Tu sais, c'était comme un chemin quand même logique, je pense, avec ton profil. Puis ça a vraiment tout changé. C'est comme on a mis ce qu'on appelait un minimum viable process en place. On avait une coupe de rituels, des sprints, une coupe de rôles, de choses. C'était rien. C'était pas la grosse patente, mais juste ça a tellement focusé notre équipe de produits puis de dev que je pense que ça nous a permis de comme, passer à un next step puis d'augmenter les revenus. En rafale, pour finir cette excellente période-là, ça a été aussi la séparation physique de Spectrum. Genre, on avait été embedded un petit peu dans les bureaux de Spectrum pendant plusieurs années, puis là, enfin, on avait nos propres bureaux.
qui était juste au-dessus de chez Spectrum. Fait que c'est basically comme le teenage qui dit « Je m'en vais d'ici » puis qui habite dans le sol. On s'est mis à séparer les business aussi. Les business. Ça faisait un bout de c'était fait. Séparer les business, mais séparer les équipes. Fait qu'on avait une équipe marketing puis une équipe développement. Ouais. Même tranquillement plus. On a séparé front-end back-end. Pas à cette époque-là. Ouais. Pas vraiment. Maintenant, oui. Ouais, un Maintenant, petit peu oui. plus. C'est ça, on a diversifié notre marketing. On a fait des petits wins avec genre le PR, puis comme les podcasts, puis les vidéos qu'on a faites. On n'en avait pas assez de bande passante pour attaquer un nouveau canal au complet, ce qui était vraiment tough. Fait qu'on a juste comme peaufiné un petit peu la machine, je pense, qu'on avait de marketing. On serait rendu pas mal, man, à la pandémie. Ouais. Parce que là, on vous fait comme ça en accéléré. Hopefully, il y a des affaires que vous apprenez, des affaires qui vous font rire, des affaires qui vous inspirent sur vos trucs. Mais l'affaire qui est commune à tout le monde qui est ici, c'est qu'on l'a tous vécu, la pandémie. On est tous passés à travers, que ce soit comme individu, comme famille ou comme compagnie. T'sais. Puis nous, c'est vrai. Je me sens toujours un peu mal quand je regarde, mettons, le niveau de souffrance psychologique et économique que ça a généré la pandémie versus les avantages, mettons, que ça a créé pour Snipcart. On a été une compagnie fucking privilégiée d'être dans un space comme le commerce en ligne, puis de pogner une accélération des revenus, de pouvoir embaucher remote, grow la team, grow les revenus, grow tout, man, pendant cette période-là. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là? On a dit, on se penche la tête, on mérite notre chance, on ship, on build une équipe, on essaie de prendre soin de notre monde, de prendre soin de nous-mêmes. Puis je pense qu'on l'a fait le mieux qu'on pouvait, tu sais. Fait qu'il y a eu une partie de chance, mais qu'on a voulu mériter. Puis, tu te rappelles-tu quand la première fois que Douda nous ont approchés? C'était juste avant. C'était en décembre 2020. Non. Juillet 2020. C'était en juillet? Ouais. Douda, mesdames et messieurs, c'est une compagnie que j'aime profondément, encore à ce jour, même si j'en fais plus partie. C'est un website builder pour agences numériques, agences de marketing numérique spécifiquement. C'est un SaaS qui a été lancé aux États-Unis. Ils ont une grosse force de frappe en Israël. C'est pas un bon. J'aurais pu utiliser un autre mot pour parler d'une équipe en Israël. Jesus Christ. All right. Hopefully, il n'y a pas vraiment de monde qui parle français. Mais une Christy belle compagnie. Puis nous, comment t'expliquerais le fait qu'on est devenu sur le radar de Douda, toi? Moi, je l'ai compté 10 000 fois, là, mais toi, comment tu l'expliquerais? Ben, je pense que justement, avec la pandémie un petit peu, tout le boom de e-commerce, ben Douda s'est dit il faut qu'on ait une solution de e-commerce aussi. Puis ils ont commencé à regarder ce qui était headless, qu'est-ce qu'ils pouvaient intégrer facilement. Fait à travers notre contenu, à travers tout ce qu'on avait travaillé comme depuis le début pratiquement de Snip, là, de Jamstack, headless CMS, headless e-commerce, on avait quand même une bonne position dans ça. Puis c'est de même qu'on est tombé dans le radar quand ils faisaient leur recherche justement pour avoir ça. J'aime compter que le CTO, Amir de Douda, la manière qu'il a trouvé Snipcart, c'est en faisant une recherche Google pour Headless E-Commerce. Et oh, surprise, surprise, qu'est-ce qu'il y avait dans le top 3? Le dernier blog post que François Lantinado avait écrit pour Snipcart. C'est un retour sur investissement de 8 chiffres pour un blog post, mon ami. Pas gênant pour un stagiaire en marketing. Blague à part, l'histoire de la vente est partout. Vous pouvez aller la voir. Moi, j'ai le goût qu'on fasse un... si vous voulez poser des questions là-dessus, vous pourrez. Ça fait déjà beaucoup de temps qu'on parle, Charles, fait qu'on se craint comme qu'est-ce qui se passe à cette heure? On move on à genre... Moi, je suis parti. D'ailleurs, pas parce que j'avais des mauvaises relations ou quoi que ce soit. Je suis parti parce que j'étais plus assez motivé pour être un bon team player puis un bon leader. Fait que j'ai décidé de sacrer mon camp puis de faire des projets qui feraient que je serais plus sur mon X. J'ai appris beaucoup. Je suis encore vraiment reconnaissant de tout ce qui est arrivé avec Douda. Je veux dire, ils ont changé ma vie, là, tu sais, genre carrément. J'étais en bonne relation avec Douda et avec Snipcart. Puis là, je m'écoute parler puis je suis comme... On dirait qu'il y a une équipe de PR en Israël qui est genre dans ton mic puis qui disait « C'était mieux de dire que tout a bien été. » mais c'est la vraie vérité. J'aime encore les founders puis le monde là-bas. Fait que ça c'est l'espèce de statement là, par rapport à Douda.
Mais là, je suis plus là. Puis ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça a changé le plus? Parce que ça, c'est... La vente, c'est une histoire en soi, mais il y a un après la vente, right? Genre, l'équipe est là, on l'a doublé après la vente, à peu près? Ouais, après la vente, on a doublé l'équipe. Puis on a rapetissé un petit peu aussi par après, mais quand même, on est... Ouais. Ça a été quand même quelque chose de spécial, je pense, de doubler l'équipe parce qu'on longtemps, on a été la business bootstrap qui avait pas tant de budget, qui pouvait pas nécessairement faire des grosses embauches. Puis là, on avait un pas mal plus gros budget avec une histoire quand même comme magnétique ou quand même intéressante, je pense. Puis moi, ça a été l'occasion pour moi de retourner sur LinkedIn puis d'écrire basically aux employés de toutes les compagnies qui avaient essayé de me poacher du monde pendant les 8 dernières années. À cette heure, j'ai un pas mal plus gros budget. D'ailleurs, si vous faites partie de ces compagnies-là puis que vous êtes dans l'audience, je suis vraiment désolé. J'ai une règle assez simple pour le poaching. Fun fact. Si je vous ai serré la main puis que je suis allé manger avec vous, peu importe où, au restaurant, ma règle, c'est que je poach pas de monde chez vous. Fait que ça, je pense que je vais en reparler sur le podcast, mais si vous voulez m'en parler après, vous pouvez venir. Mais grosso modo, c'était sick, man, parce qu'on était comme on avait plus de jeux, plus de pouvoir là-dessus, puis comme on a doublé l'équipe vraiment rapidement. Les conditions aussi de l'équipe existante. Tu sais, ça fitait quand même bien parce que tout le monde travaille en tech ici. Tu sais, il y a eu une inflation au niveau des salaires, puis tout, avec le COVID, tout ça. Fait que ça nous a permis de un peu... Je pense que ça, c'était une des motivations pour la vente de la business. C'est un peu aussi, c'était de dire comme crème, on a du monde vraiment fidèle, vraiment sharp, qui ont aidé à la croissance de Snipcart. Puis on n'a jamais vraiment été capable de leur offrir des conditions de travail qui sont... C'était un bel environnement, c'était le fun, c'était challengeant. Mais au niveau juste salaire ou juste avantages sociaux, tu sais, le market tirait par en haut vraiment fort. Fait que là, on avait enfin la chance de comme bouger plus vers en haut. Puis je pense que c'est... Je suis encore fier qu'on l'ait fait. Moi aussi, c'est une des choses que je suis le plus grateful de l'acquisition. Genre, ce moment-là, quand on annonçait comme les raises à tout le monde, puis tout, là, ça reste un des moments, je trouve, qui est le plus positif. Ouais, c'était très cool. Je veux que tu me parles un peu des défis techniques. Parce que là, pour contexte, tu as une équipe internationale qui est aux États-Unis, au Brésil, en Israël, puis maintenant au Canada. Toi, tu es une petite équipe canadienne, québécoise qui doit intégrer sa technologie et son équipe dans cette plus grosse machine-là. Clairement, c'est pas les mêmes langages de programmation qui sont utilisés. La culture de travail est différente. Fait que de côté produit puis code base, genre, c'est quoi les highlights de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense qu'un des plus gros highlights qu'on a fait, c'est le fork de Codebase qu'on appelle. C'est que on avait le code de Snipcart. Snipcart, à la base, c'est fait pour être intégré sur n'importe quel site web, n'importe quelle technologie. Ça se veut super flexible. Tandis qu'avec Douda, ben, on s'intègre dans une technologie. On pouvait rendre nos choses beaucoup plus simples à certaines places, beaucoup plus focus sur avec quoi on s'intègre. Fait qu'on a décidé de prendre le code de Snipcart, de le mettre de côté, puis de prendre le code pour Douda, puis vraiment s'en aller comme avec ça pour l'intégration avec Douda. C'était-tu crève-cœur ou c'était libérateur en tant qu'équipe de programmation de faire comme on fait un gros fork demain? C'était libérateur parce que ça nous simplifiait beaucoup la vie de dev. Mettons, il y a plein d'affaires qu'on n'avait pas. Ça nous enlevait beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations qu'on aurait eu à avoir si on avait voulu avoir le même code qui roule pour les deux plateformes, si on veut. Fait que je pense que c'était libérateur. Puis, les conditions ont augmenté. Ouais. Des fois, il y a des visites de collègues. Tu vois, il y a des parties de l'équipe qui est allée voir en Israël, du monde au Colorado. Il y a du monde d'Israël qui viennent vous voir de temps en temps. Fait que ça, c'est comme un... Je pense que c'est un plus, là. Tu sais, c'est genre exposition à d'autres cultures, comme apprentissage de quand même une plus grosse compagnie qui fonctionne. Tout ça, c'est très cool. Mais qu'est-ce qui a été tough, genre? Qu'est-ce qui est tough en ce moment, mettons? Après la vente, mettons. C'est sûr que, tu sais, là, on travaille justement avec des équipes à l'international. On est sur des time zones différentes. On a des meetings à des heures tôt le matin pour nous parce que les gens à Tel Aviv, eux autres, c'est tard le soir pour eux. Puis, tu sais, c'est aussi une culture vraiment différente. Tu sais, on se rend compte que, les gens à Tel Aviv, parce que, tu sais, je parle beaucoup de Tel Aviv là, parce que nous, on travaille pratiquement juste avec le monde d'Israël parce que toute leur R&D est là-bas. Les gens sont différents. Ils sont beaucoup plus
comme straight to the point. Là. Il n'y a pas beaucoup de small talk dans les meetings. C'est comme beaucoup plus axé sur la job seulement, puis plus direct aussi. Fait que je pense que c'est quelque chose que au début, ça nous a un peu frappé. Mais là, on commence à s'habituer, puis on commence à être plus... ça commence à être plus smooth. Moi, ouais. Les premiers meetings, on n'avait pas le meilleur setup audio. J'ai d'ailleurs dépensé 23 000 $ pour faire un meilleur acoustique de... Il y a du monde qui rit parce qu'il m'avait conseillé de pas faire ça. Meilleur acoustique de salle de conférence. Fait que là, mauvaise acoustique, gens à une time zone différente, qui parlent en anglais langue seconde, nous qui parlent en anglais langue seconde. On se comprenait pas, puis c'est des gens beaucoup plus straightforward, mettons, que nous autres, les Israéliens. Fait que nous, on finissait les meetings, puis on se disait « Tabarnak, ça m'a été, man. Hey, man, on s'est pogné tout le long, tu sais. Shit, genre, j'espère que ce sera pas tout le temps de même. Oh mon Dieu, dans quoi qu'on va s'embarquer. » Puis de l'autre bord, Amir, puis le monde, j'étais là, était comme « Non, c'est all good. All good, ce meeting-là. Il y a pas... c'est normal. Puis même, quand on est allé en Israël, ils nous ont fait genre une présentation, un deck de genre les Canadiens versus les Israéliens. Qu'est-ce qu'ils mangent pour déjeuner? Hey, ça, je me rappelle toujours de sa slide. C'était genre des bangs de Tim Hortons, même d'autres. Puis eux autres, un shakshuka. Un shakshuka. Fait que je pense qu'il y a eu de l'adaptation culturelle, mais c'est hot, man. Genre, il y a du monde vraiment sharp dans cette compagnie-là, puis je pense que ça nous a permis de grandir comme professionnels. Avoir un projet tellement gros, tu sais, faire Douda e-commerce, c'est ça le nom de ce qui a été buildé puis ce qui continue d'être buildé. Puis by the way, ça marche, c'est en prod. Il y a déjà des centaines, si tu comptes les plus gros clients, des milliers, je pense, de stores. Ouais, plus que 1000 stores actuellement. Ouais, tu sais, ça, c'est le gars pas de marketing qui dit plus que 1000. Moi, je dis il y a des milliers de stores live. Fait que tu sais, ça, juste moi, je veux nous faire une grosse tape dans le dos parce que il y a plein d'acquisitions puis de fusions qui marchent pas, genre que ça pète ou que ça voit jamais le jour. Chris, Snipcart Douda, ça a marché, man. Puis ça, je suis vraiment fier de ça. Puis comme vous continuez de travailler là-dessus, il y a des beaux défis qui s'en viennent aussi, là, je pense, là, en termes de scaling. Il y a des affaires comme genre les instances en Europe qu'on avait... Explique un tout petit peu là-dessus. Ouais, ben c'est que dans le fond, Douda ont beaucoup de clients enterprise. Des gros clients qui utilisent Douda comme white label. Puis eux, souvent, sont en Europe. Puis il y a plein de contraintes au niveau de la privacy, puis de l'hébergement des données, puis tout ça, que quand tu es en Europe, il faut que ton data soit en Europe, tes serveurs soient en Europe. Fait qu'on va avoir, on est en train de travailler sur l'ajout de toute notre stack, dans le fond, si on veut, sur une infrastructure en Europe pour desservir ces clients-là. Je pense aussi qu'un bon challenge, puis une réalité différente avec Douda, c'est qu'ils visent des clients mid-market puis enterprise. Tu signes pas ces clients-là, tu les convertis pas de la même manière que tu convertis des self-serve, livres de service qui s'inscrivent, qui utilisent ton produit. Puis quand tu as un Christy de Goliath qui arrive dans le pipeline puis qui fait « Yo, on pourrait ajouter 10 000 stores par année, ça serait un contrat mensuel de genre 80 000 $. Qu'est-ce que ça fait pour une équipe de dev quand tu as des vendeurs excités qui arrivent avec ça? Ça change la roadmap. Puis ça, tu sais, on le dit avec humour, mais tu sais, c'est vrai pareil. Puis c'est tough quand nous, on a été genre full drillé à comme dire non à tout, genre dire non aux gros clients, puis comme faire nos shit à notre rythme. Là, ça a changé la vibe. Ouais. Mais je pense que c'est des beaux défis. Puis tu sais, aussi le payoff, quand que le gros client, il intègre ta solution, puis qu'il la déploie, genre, puis il y a des milliers d'utilisateurs, c'est comme, oh shit, genre, on a fait de quoi de gros, là, tu sais, c'est quand même malade. La question, pas la question qui tue, mais la question que je me suis fait demander beaucoup, puis j'ai répondu un petit peu à travers le podcast, puis tout, mais j'ai le goût de te la poser à toi. Parce que là, on a compté tout plein d'affaires. Puis je me rends compte qu'un podcast live, c'est long en sacrifice, man. Je vois la face de certaines personnes, il fait chaud, le monde a le goût d'avoir des drinks. C'était la première formule, donc je vais prendre le feedback constructif par la suite. Mais je vais finir avec la question qui tue, puis s'il y en a qui veulent venir nous poser une couple de questions, on fait ça, puis après ça, freestyle, drinks, whatever. Charles, t'as regrettes-tu d'avoir... T'as regrettes-tu d'avoir vendu ta startup? Non, je regrette pas. Des fois, je m'ennuie. Je m'ennuie de la petite compagnie justement qui dit non aux gros clients puis tout ça. Des fois, je m'ennuie de ça. Mais en général, je regrette pas. Je trouve qu'on a réussi à améliorer la condition de tout le monde dans l'équipe, avoir des nouveaux défis pour à peu près tout le monde dans le team aussi. Je trouve que
où on s'en va, la direction qu'on prend avec Douda e-commerce, comme c'est vraiment cool. Puis non, je regrette vraiment pas d'avoir vendu. Hein. Puis tu sais, personnellement aussi, ça ben oui, change. financièrement, Ouais. c'est un windfall, c'est sûr. Man. Tu veux-tu me la poser, moi, tout, pour finir? Ouais. T'en regrettes-tu, toi, Frank, d'avoir vendu? Non, je regrette pas. Je pense que à travers le temps qui est passé, la COVID, la vente, il y a un deuil de me séparer de Snipcart qui était comme entamé. Puis je pense que j'étais rendu ailleurs. Puis pour moi, looking back, c'était comme la meilleure manière de partir un petit peu avec un bang. Je vais dire que, ben franchement, si ça n'avait pas été de Snipcart, quand j'étais dans la moitié de ma vingtaine, que c'était plus rock'n'roll, disons, ma vie personnelle, ça a été l'encre, genre, qui m'a gardé positif. Ça a été une grosse partie de mon identité. Ça m'a gardé fier puis motivé, alors que la majorité du reste de ma vie, marchait pas. J'ai développé des amitiés, man, qui durent à travers le temps, à travers les pays aujourd'hui, puis comme... Juste te dire merci, man. Ouais, merci à d'avoir... toi aussi. Moi, ça a été professionnellement mes plus belles années, puis c'est en grosse partie grâce à toi. All right. On finit ça là-dessus. All right, on a ramble on. S'il y a des questions intéressantes, vous pouvez venir. Non, mais c'est juste pour le respect de la fatigue du monde ou leur goût de whatever. Je me demandais, ça a pris à peu près 7-8 mois, hein, le processus de comme... 7 mois. 7 mois. Ouais. Auriez-vous aimé que ça soit plus court ou plus long avec du recul? D'avoir plus de temps de réflexion ou au contraire, vos idées étaient faites puis let's go, on passe à autre chose? Ben, nos idées étaient faites depuis beaucoup avant ça. Ouais. Au début, c'était supposé prendre moins que 6 mois. Là. Mais c'est tout le temps. Ouais. C'est comme un projet de construction de software. C'est tout le temps plus long que c'est supposé de l'être. Mais moi, ben franchement, émotivement parlant, là, genre, ça a été... C'était la pandémie, c'était l'isolation, c'était les... Pas les chicanes, mais mettons les conflits, tu sais, c'était fucking tough, man. Si ça avait été plus long que 7 mois, mettons, mais là à 12, pas mal sûr que ça aurait été mon deuxième burn-out. Fait que non, je suis content que ça ait pas pris plus de temps que ça. Je pense que tu vois des histoires d'horreur d'acquisition qui se font draguer pendant des mois, des années, puis qui vident les fondateurs, puis que ça met la business dans une position de merde, puis qu'après ça, ils renèguent le prix, tout ça. Tu sais, nous, on a vraiment pas vécu ça. Fait que ça a été tough, là. C'était tout à distance. Il y avait du monde en Suisse, du monde en Israël, il y avait du monde au Brésil, aux États-Unis, au Canada, COVID à travers ça. Tu sais, c'était vraiment pas... Tu sais, je me rappelle, man, un moment donné, mettons, là, j'ai dit à Itai, le CEO de Douda, j'ai dit, hey, on peut juste parler comme juste de n'importe quoi, là? Genre, je t'apprête de vendre l'affaire qu'on a construite pendant genre 9 ans. T'es sur le bord de me donner des millions de dollars. Je sais pas si t'as des enfants, genre. Qu'est-ce que tu fais la fin de semaine? Tu sais, j'étais comme... C'est tellement weird. On est tellement loin, genre. Excuse, j'ai hité ton mic. Fait que... C'est ça. J'aurais aimé ça. Puis je pense aussi que les discussions tough avec les partners dans notre actionnariat, si on avait été en personne, puis pas sur fucking Zoom, Teams ou ben Slack, ça aurait été 1000 fois plus facile. Fait que c'est ça qui était tough. Ça simplifie des choses, par exemple, aussi, des fois, d'être remote, par exemple. Tu sais, tout, mettons... Les vols, le courtisage, plus comme... Non, mais tu sais, parce qu'on voulait pas... Tu sais, on l'a pas annoncé à tout le monde. On avait des calls d'acquisition tout le temps, tout ça. Tu sais, ça aurait été pas mal plus compliqué de passer ces 6 mois-là sans que toute l'équipe le sache, finalement. Ouais, on avait dans le calendrier des long-term sessions de planifier, Charles puis moi, à chaque semaine qui duraient des heures. Parce que, tu sais, on est fucking transparent comme personne puis comme compagnie. On aurait voulu en parler, mais l'affaire, c'est que t'introduis tellement d'incertitudes puis de chaos dans ton équipe si à chaque semaine, t'as 8 personnes différentes qui sont comme le futur de ma carrière, le futur de la compagnie, qu'est-ce qui va se passer? As-tu des updates là-dessus? C'est déjà tellement énergivore pour toi en tant que fondateur, tu peux même plus, ou leader, whatever, tu peux même plus investir comme tu devrais investir dans les opérations de ta business. Puis là, il faut que tu gères les attentes et les stress des autres en plus. C'est la seule vraie fois, je pense, qu'on a été opaque dans notre gestion de compagnie, de nos communications clients, communications employés, excuse. Excellente question. Y en a-t-il d'autres qui veulent se craquer une petite question ou on... Yes, hey, what up? J'adore ta Gaspésie.
Check. Tantôt, vous avez parlé de vos fails, puis vous avez passé vite là-dessus. Personnellement, j'accumule un CV de fail, puis j'espère que ça va m'amener à un succès. Mais j'aimerais savoir, particulièrement avec Uniprix, vous avez parlé avoir buildé des features ou plutôt développer des choses pour ce pitch-là spécifiquement. C'était un fail, mais vous n'avez pas mentionné qu'est-ce que vous avez appris de ça. Puis si vous ne l'avez pas fait, auriez-vous manqué une opportunité ou un learning? Excellente question. Charles, t'étais plus là. Ouais. Je vais te laisser y aller, mais je vais peut-être chipper. Je pense qu'il y a un des learnings qu'on a eu, c'est de ne pas s'exciter trop vite quand on a une espèce de gros client comme ça qui se manifeste. Je pense que souvent, c'est des affaires qui se deal puis qui se font sur plusieurs mois. Puis là, je pense qu'on est allé un petit peu trop rapidement. On a commencé trop vite à faire du travail pour eux alors qu'on n'avait pas tant de... on n'avait pas de contrat, on n'avait rien comme d'officiel tant que ça. Je pense qu'on s'est juste trop emballé. Shiny Object Syndrome. Si t'as de quoi de vraiment cool, qui a l'air vraiment gros dans le court terme rapidement, ton cerveau va se dire « Ok, ouais, on va investir là-dedans », alors que faut que tu aies une vision. Il faut que tu step back, que tu aies une vision plus stratégique, que tu fasses « J'ai-tu les ressources? J'ai-tu les skill sets? C'est quoi le likelihood, les chances que ça marche, ce deal-là? » Toutes des questions qui étaient juste pas assez matures, je pense. Non, c'est ça. Pour se poser. Hein. Plus au début, mettons, il parlait que c'était juste certaines fonctionnalités. Là, plus on avait des appels, mettons, plus il y avait de features, plus il y avait de choses que on n'était vraiment pas rendu là comme entreprise. Tu sais, il y a beaucoup de parties prenantes dans les gros joueurs. Puis ces parties prenantes-là, ces décideurs-là ou whatever, ils s'impliquent à différents moments du deal. Ça fait changer la game souvent. Fait que quand tu n'as pas les reins assez solides en termes de bande passante pour take on un petit peu ça, je pense que faut que tu te questionnes si ça vaut la peine de faire des deals de même ou pas. Puis, là, on n'a pas d'opinion forte là-dessus. Là, genre, tu sais, aujourd'hui, tu travailles avec Douda, vous faites des Christy de gros deals enterprise, puis ça paye off parce qu'ils ont l'infra puis la structure pour gérer des deals de même. Genre. Excellente question, Douda. Titouane, je t'ai vu shaker dans ta place. OK, c'est bon. Comme quand ça fait du bruit dans le fond de nos podcasts parce qu'Antoine n'est pas capable de rester assis calme pendant 1 heure. Yes! Hey, what's up, dude? Question remote. Dans le fond, vous avez parlé tantôt que dans le fond, Snip, c'était pas vraiment remote votre dada, mais là maintenant vous êtes comme remote malgré vous en étant multi-time zone, multi-office, tout ça. Fait que je me demande comment vous avez fait cette transition-là, puis comment vous avez apprivoisé le remote. Excellente question, dude. Thanks. Moi, ce que je... Frank, Francis, tu t'en rappelles peut-être comment je le formulais, mais je disais de quoi du genre, regardez, il y a une couche de synchronisation qu'on doit genre nourrir, maintenir, opérer avec tout le reste de Douda. Fait qu'il y a des satellites partout, il y a des cultures différentes, langages différents, time zones différents, etc. On l'a mentionné. Tu peux pas être in sync avec ces gens-là en tout temps. Ça marche juste pas. C'est juste pas logique. Fait qu'il faut que tu designes une couche d'interaction puis de synchronisation qui est efficace. Puis si tu nails ça, après ça, là, tu t'en crées, tu retournes dans ton satellite, ta réalité, tes affaires, ta business. On restait comme notre vibe, tout ça, tu sais. Mais je pense que c'était fucking tough. C'est fucking tough à designer cette couche-là parce que d'un côté, toi, t'es pas habitué. Mettons, nous autres, on n'est pas habitués à des process. Je dis encore nous puis on, là. Va falloir qu'à un moment donné, j'arrête, là, mais pas sur ce podcast-là. On n'est pas habitué à ça, puis eux sont habitués à ça. Fait que quand tu essaies de te rejoindre dans la zone, soit dans le temps ou dans les meetings ou la documentation, où est-ce que tu te synchronises comme équipe, eux, ils ont beaucoup d'attentes au niveau de ce que tu vas amener, ce que tu vas donner, la préparation, le temps, les meetings. Puis nous... Mais là, je dis ça, mais en même temps, Douda, ils ont été trop fair là-dessus. Là. Genre, ça a été progressif. Il n'y a pas eu de culture clash très rapide. Non, puis il y a quand même une bonne séparation aussi des responsabilités entre les équipes. Ouais. Puis tu sais, quand je trouve qu'on s'améliore puis on devient de meilleur en meilleur pour trouver c'est quand il va y avoir des dépendances entre les équipes puis les prévoir un petit peu d'avance justement pour pas que ça devienne débloquant. Puis je pense aussi qu'avec la pandémie, veut pas, notre équipe, on s'est beaucoup amélioré au niveau remote. Tu sais, on a même engagé, tu sais, on a 3 personnes actuellement à Montréal, 3 personnes clés dans le team. Puis tu sais, toutes nos communications se font pratiquement async via Slack, même si on est à côté au bureau, tout ce qui est important. Fait que je pense que... Mais ça, pour répondre maintenant à Will, tu sais,
la team du Canada, Douda, la team de Snip, elle reste quand même pas tant remote. C'est-à-dire que même les gens remote de Montréal, on les faisait venir, on les fait encore venir une fois par mois, une ou deux nuits, une activité sociale à chaque fois. On paye toutes les dépenses pour ça parce que pour nous, c'est important d'être ensemble puis de vivre genre du bonding, des expériences, whatever. C'est ça, c'est plus culture d'entreprise puis genre team building. Que, même au sein de Douda, c'est un challenge, le remote en général. Puis, mais excellente question. Yes! Tantôt, vous avez parlé de leadership. Je serais curieux de savoir ça a été quoi la progression parce que, I guess qu'au départ, il n'y avait pas vraiment de leadership, c'était plus du 50-50. Ça a été quoi la progression de ça, le leadership au niveau de la culture? C'est quand qu'il y a quelqu'un, parce qu'au départ, c'était toi qui étais CEO, après ça, finalement, ça a été toi. Après ça, c'était lui. ça a été quoi? À un moment donné, ça a été comme non, là. Non, c'est une bonne question, ça. Dans le fond, Georges a toujours eu un charisme, une autorité puis un leadership naturel. Georges, c'était un fondateur de Spectrum qui était aussi cofondateur de Snipcard puis qui a exit quand on a vendu. T'sais. Fait qu'on l'affaire, c'est que c'était une exposition à temps très partiel à ce leadership-là de Georges. Parce qu'il y avait tout plein d'autres projets, tout plein d'autres clients, business, whatever. Il n'était pas full-time avec Snip. Puis moi, dans les premières années, j'avais juste pas la confiance en moi nécessaire pour être un leader. Je pense qu'il a fallu que j'aille des bons coups, mettons, en arrière de ma cravate, puis juste des années, puis la maturité qui passe avant d'être game, de justement assumer une position un petit peu de leadership. Puis, tu sais, même avant de vendre Douda, après l'avoir vendu, c'était un work in progress pour moi, le leadership. Je les mettais mes culottes, là, puis je les remplissais les souliers, mais je suis quelqu'un de très émotif, très empathique, trop transparent. Des fois, je time mal mes communications sur tout ça, puis je pense que ça, c'était mes flaws, mettons, comme leader, mais d'un autre côté, j'avais une vision, j'étais un bon vendeur, j'étais un bon storyteller, fait que j'étais capable de rassembler ma gang, puis le monde savait que je care beaucoup à propos de chacune des personnes qui étaient dans ma team. Tu sais, j'allais marcher chaque semaine, j'essayais de faire 1 heure de marche avec un membre différent de l'équipe, juste pour parler de n'importe quoi, puis juste être proche de mon équipe. Ça a été un peu plus dur une fois qu'on a doublé l'équipe et tout ça après, mais ouais, je pense que j'étais capable, man. Charles, tu m'as dit de quoi que je t'ai dit, tu sais, Georges, man, peu importe avec qui parle, il va genre te conter une histoire ou te conter une vision, puis comme le monde va avoir le goût de travailler avec Georges. Je pense que je te le disais même d'un point de vue un peu comme, pas négatif, mais comme en voulant dire, genre, Chris, il est vraiment bon à vendre, tu sais, n'importe quoi, genre. Puis tu m'avais dit, ouais, mais actually, Frank, avec toutes les embauches que tu viens de faire, puis tous les moves que tu as fait récemment, je pense que c'est un petit peu ça pour toi aussi, genre. J'ai dit plusieurs fois que tu ressemblais quand même un petit peu à Georges. Pas au niveau... Pas physique. Non, pas physique. Georges est beaucoup plus massif que moi, puis moi, je suis une petite pièce d'homme. Ouais, fait que, man, le leadership, tu sais, ça a pris des années avant qu'on s'établisse. Je pense que comme personne, on avait besoin de maturité, comme compagnie aussi. Puis une fois que j'ai pris ces souliers-là, je me suis intéressé à ça. Je me suis intéressé à d'autres leaders. Parce que j'apprends beaucoup, moi, par proximité, par osmose. Tu sais, je veux voir du monde qui l'ont fait ou qui le font en même temps que moi puis qui me font triper. Je suis pas... Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs que tu vas écouter sur des podcasts, mettons, qui vont tout le temps dire, genre, j'ai lu tel livre, puis ils appliquent des playbooks ou ils tirent des leçons, puis je trouve ça sick. Mais moi, je suis comme plus human-driven, genre. Quand je vois du monde qui m'inspire puis qui me motive, je suis comme... OK, je vais être un peu plus comme eux ou faire un peu ça comme eux. Fait que, comme ma blonde dirait, j'allais dans des dîners, des soupers tout le temps, puis j'essayais, man, de me faire apprendre comment être un bon leader, puis j'allais chercher beaucoup aussi de knowledge de Georges encore à ce jour. Fait que c'est une réponse un petit peu vague, mais je sais pas si ça fait assez de sens pour toi. Est-ce qu'au départ, vous étiez trop permissif? Est-ce que ça a ouais, été... absolument. Ouais. Absolument. Mais je pense que c'est ça, au début, c'était... ouais, tu peux y aller là-dessus. Tu sais, au début, c'était vraiment des devs qui faisaient des features qui leur tentaient. On n'avait pas... C'est cowboy, man. C'est ça, on avait... pendant longtemps, on a été 1, après ça 2. Pendant longtemps, là, c'est plus que 3-4 ans, là, je parle. C'est pas juste une couple de mois. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on y allait un petit peu avec au feeling, mettons, puis on n'avait pas tant de deadline, on développait des features. On avait quand même du output puis tout ça. Mais, tu sais, on n'avait pas qu'on n'avait pas besoin de leadership, mais
on n'avait pas ressenti le besoin, Ouais, mettons, d'avoir exact. plus de leadership que ça. Exact. Je pense que tu as un certain scale où est-ce que ça fait plus de sens d'avoir une structure comme ça. Puis tu sais, juste en rentrant chez Douda, on l'a vu justement que le niveau hiérarchique était un petit peu plus vertical puis top-down que ce qu'on était habitué, mais comme ça faisait du sens. Il y a un niveau de complexité puis de besoin d'envoyer tout le monde dans la même direction que comme maintenant, il y a un minimum de process ou d'autorité qui doit être mis en place. Est-ce que on boit d'autres drinks s'il en reste? Il y a de l'eau est potable. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, by the way. L'eau est potable ici à Québec. Fait que vous pouvez boire de l'eau aussi s'il ne reste pas de drinks. Puis on se dit genre un gros fucking merci d'être là et de nous avoir écoutés. C'est trop sick. Merci, guys. Merci. C'est gratis pour le downloader. Trop de hits, savent même plus ce que le pied danse. Mais c'est dans le